Quand il s'agit d'essayer de comprendre la psychologie derrière quelqu'un qui commet des actes de violence odieux, c'est souvent très difficile pour beaucoup d'entre nous de le faire. Pour la plupart d'entre nous, l'acte de commettre un meurtre est généralement un événement bizarre et inexplicable, mais il existe des cas qui sont vraiment incompréhensibles, même pour les experts. Sans motif et sans indice, les affaires d'aujourd'hui impliquent des personnes apparemment ordinaires qui ont été exécutées de manière brutale dans des circonstances particulières, laissant les autorités et les détectives en ligne tout aussi démunis, ne laissant que leurs théories les plus folles. Jonathan Luna. Né le 21 octobre 1965, Jonathan Paul Lunard était un père marié de 2 enfants qui avait grandi dans le South Bronx, à New York City. Après avoir étudié à l'Université de Caroline du Nord, faculté de droit, il a occupé plusieurs postes de haut profil avant de finalement obtenir un poste d'assistant aux États-Unis, procureur à Baltimore. Le soir du 4 décembre 2003, Jonathan avait fait une longue journée au tribunal de Baltimore alors qu'il se préparait pour un procès le lendemain matin qui l'impliquait dans la poursuite de 2 défendeurs dans un procès pour complot de drogue. Il a téléphoné à un collègue vers 9h du soir, leur faisant savoir qu'il partirait bientôt pour continuer son travail à la maison. Il avait également appelé l'avocat de la défense plus tôt dans la soirée, lui disant qu'il enverrait des documents par fax, mais il ne l'a jamais fait. Malgré avoir dit à son collègue qu'il partait bientôt, Jonathan n'a en réalité quitté le bâtiment qu'à 11h38 du soir. Étrangement, il avait laissé ses lunettes, dont il avait besoin pour conduire, et son téléphone portable sur son bureau. Il a conduit vers le nord-est sur l'I-95 et a passé plusieurs péages, 3 pour être précis. Il a utilisé son EasyPass pour les franchir. Cependant, après cela, il a opté pour l'achat de tickets de péage. À 12h57, $200 ont été retirés du compte bancaire de Jonathan depuis un distributeur automatique au John F. Kennedy Plaza Service Center près de Newark, Delaware. Après cela, l'empreinte électronique de Jonathan le montre à 2h47 du matin, alors qu'il traversait le pont à péage de la rivière Delaware. Et environ une demi-heure plus tard, l'activité sur sa carte de débit a montré qu'il a acheté de l'essence à la station-service King of Prussia. Le dernier voyage de Jonathan était à 4h04 du matin, quand sa voiture a quitté l'autoroute à l'échangeur de Reading Lancaster. Une tache de sang a été remarquée sur ses tickets de péage et il a été supposé que l'homme de 38 ans avait déjà été blessé. À 5h30 du matin, la voiture de Jonathan a été trouvée garée au 1439 Dry Tavern Road à Denver, en Pennsylvanie. Un passant a remarqué la voiture avec ses feux éteints et son avant dans un ruisseau. Du sang était étalé sur la porte du conducteur et sur la partie gauche de la voiture, tandis que Jonathan était face contre terre dans le ruisseau sous le moteur de la voiture. Il portait toujours son costume et ses manteaux noirs et son badge de tribunal pendait autour de son cou. Alors que les autorités étaient appelées et que la scène macabre de la mort était enquêtée, des informations plus troublantes ont été découvertes. Il y avait une mare de sang sur le sol de la banquette arrière de la voiture et il a été découvert que Jonathan Luna avait été poignardé 36 fois avec son propre couteau de poche, les blessures étant concentrées autour de son cou et de sa poitrine. Il avait également subi une blessure à la tête, bien que sa cause finale de décès ait été déclarée par plusieurs coroners comme un homicide par noyade. Malgré les paroles de plusieurs coroners expérimentés, le Federal Bureau of Investigation, qui a également enquêté sur l'affaire, a déterminé que Jonathan était mort par suicide. Et étrangement, ils ont poussé les médecins légistes et les autorités du comté de Lancaster à être d'accord avec cette déclaration. Le Federal Bureau of Investigation a soutenu que les blessures sur les mains de Jonathan étaient en superficiel et ressemblaient à des blessures d'hésitation que l'on trouverait sur le corps d'une victime de suicide. Ils ont affirmé qu'il n'avait pas de blessures de défense notables. Ils suggèrent un mobile pour se suicider centré sur le fait que $36 000 avaient disparu d'un cas de vol de banque qu'il avait poursuivi et que Jonathan allait devoir passer un test de polygraphe en relation avec cela. Ils ont également dit qu'il était possible qu'il ait tenté de simuler un enlèvement et une attaque pour se soustraire aux enquêtes ou peut-être susciter la sympathie des enquêteurs.
Cependant, les autorités locales et les coroner ont rejeté ces tentatives de salir le nom de Jonathan. L'un des coroners de l'affaire a déclaré que les mains de Jonathan avaient été déchiquetées par des blessures de défense et que toutes les blessures superficielles qu'il avait reçues étaient assimilées à de la torture. La gorge de Jonathan avait été tranchée et il avait des blessures dans le dos. Le sang sur la banquette arrière de la voiture laissait supposer à la police qu'il se trouvait à l'arrière pendant que quelqu'un d'autre conduisait le véhicule. Un second type de sang a été trouvé dans la voiture ainsi que des empreintes partielles qui n'appartenaient pas à Jonathan. Ces deux éléments n'ont toujours pas été associés à quelqu'un en tant que suspect et les motifs dans l'affaire restent difficiles à déterminer. Des images de vidéosurveillance de mauvaise qualité prises près du moment de l'achat à la station-service avec la carte de crédit de Jonathan ont été récupérées, mais ne semblent pas avoir fourni de nouvelles pistes. Il n'a pas été vu sur la caméra, mais plusieurs travailleurs se sont manifestés pour affirmer qu'ils l'avaient vu cette nuit-là et qu'il semblait calme. Les $200 qui avaient été retirés jonchèrent sa voiture en billets. Des rumeurs ont circulé lorsque l'étrange affaire de Jonathan Luna a fait les gros titres, beaucoup d'entre elles ternissant la réputation de l'avocat. Des murmures ont commencé à dire qu'il avait une mauvaise relation avec son patron et qu'il était sur le point d'être licencié, tandis qu'un autre procureur américain a précisé que le poste de Jonathan n'était pas en danger. Il ne semblait également y avoir aucune preuve solide pour corroborer les affirmations selon lesquelles il était impliqué dans la disparition de $36 000. Un détail étrange qui a émergé était que le nom de Jonathan avait été utilisé sur un site de rencontre ou pour solliciter des relations sexuelles auprès de prostituées. Mais il n'y a aucune preuve pour soutenir si Jonathan lui-même a fait une telle chose ou si quelqu'un a simplement utilisé le nom. Le trentenaire avait également accumulé $25 000 de dettes, dont 17 000 sur des cartes de crédit que sa femme prétendait ne pas connaître. Il y a actuellement une récompense de $100 000 offerte pour toute information menant à une condamnation dans ce cas. Mais en 2020, le cas de Jonathan Luna est toujours ouvert et non résolu. Morris Davis Jr. À Great Falls, dans le Montana, le 5 avril 1985, vers 11 h du soir, des ambulanciers ont été appelés sur les lieux d'une fusillade multiple à l'intérieur d'une maison. En entrant, l'un des ambulanciers, Cliff Davis, a trouvé son frère de 23 ans. Maurice Vernon Davis Jr. avait été touché par plus de 8 balles et a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Il semblait que le mobile du meurtre avait été le vol, car le tueur avait pris le portefeuille de livraison de Maurice et rien d'autre. Le portefeuille contenait moins de $300. 4 mois avant le meurtre, Maurice avait commencé un travail à temps partiel de livreur de pizza. Il était le prochain chauffeur disponible la nuit où il a été tué, ce qui signifie qu'il était peu probable qu'il ait été spécifiquement ciblé. La commande téléphonique a été passée à Howard's Pizza à 20h43. Et à 21h15, Maurice est parti avec la nourriture. Lorsqu'il n'est pas revenu à son lieu de travail, un autre conducteur a été envoyé pour vérifier ce qu'il en était, découvrant la sinistre scène de meurtre. La police a découvert que la maison locale était en réalité vide et que le panneau à vendre à l'avant de la maison avait été retiré. La porte arrière avait été forcée, permettant au tueur d'accéder au bâtiment. Comme il n'y avait pas de service téléphonique dans la maison, il est probable que l'appel passé pour commander la pizza a été fait depuis une cabine téléphonique à proximité. Les autorités ont théorisé que Maurice avait été tué en entrant dans la maison, mais aucun suspect n'a pu être déterminé jusqu'à 3 ans plus tard. Le 11 mai 1988, dans une ville à 180 miles de Great Falls, un homme a été arrêté pour avoir conduit une voiture volée en Oregon 3 jours auparavant. Lorsque le voleur, non identifié, a été fouillé, on a découvert qu'il avait 2 reçus d'un prêteur sur gage, dont l'un était un pistolet de calibre 22, le même calibre qui a tué Maurice Davis Jr. 3 ans plus tôt. Après avoir localisé l'arme chez le prêteur sur gage, les autorités ont découvert que le pistolet avait également été signalé comme volé 3 jours plus tôt. Des tests balistiques approfondis effectués sur l'arme ont montré qu'il s'agissait de l'arme du crime dans l'affaire du livreur de pizza en 1985.
Selon l'homme non identifié qui avait possession de l'arme, il l'avait volée à un ami plusieurs jours avant son arrestation. Et il a nié toute implication dans le meurtre de Maurice Davis Jr. Non seulement cela, mais le véritable propriétaire de l'arme, qui se faisait appeler Rick dans les articles de l'époque, a également affirmé qu'il ne savait rien du meurtre et qu'il avait un alibi sous la forme de lui, étant à la maison la nuit du crime, s'occupant de son fils. Il a dit à la police que lui et sa femme étaient les seuls à savoir où l'arme était gardée, et les enquêteurs ont eu du mal à comprendre comment quelqu'un pouvait éventuellement savoir où se trouvait l'arme, la prendre puis la retourner sans que ses propriétaires ne soient plus sages. Après avoir enquêté sur l'alibi et le passé de Rick, la police ne l'a pas considéré comme suspect dans le meurtre de 1985. La seule autre piste dans l'affaire vient du frère de Maurice, Cliff, l'un des ambulanciers qui a été appelé sur les lieux de la fusillade. Cliff a d'abord cru que Rick savait qui était responsable. Mais en octobre 1995, des tests balistiques plus avancés ont été effectués sur le pistolet. Et il a été déterminé qu'il n'était finalement pas l'arme du meurtre. Cliff en est alors venu à croire que le principal suspect du meurtre de son frère était un homme nommé Donald Debray. Debray avait été condamné pour le meurtre en 1986 d'une caissière de supérette qui travaillait de nuit, Suzanne Pritchard. Elle avait été abattue 24 fois et dépouillée de $300. Comme le meurtre de Maurice, l'acte semblait être violent et excessif, surtout pour une somme d'argent relativement petite. Cliff a contacté Debray plusieurs fois au sujet du meurtre de son frère. Il a allégué que Debray avait une connaissance très spécifique de la maison où le crime a eu lieu, d'où les coups de feu ont été tirés et où le corps a été trouvé, entre autres choses. Debray aurait prétendu qu'il était dans la maison au moment du meurtre, mais qu'il n'a pas appuyé sur la gâchette. Après que cette information a été révélée, la police a fait de Debray un suspect principal dans l'affaire, mais il est mort en prison en 2016 et n'a jamais avoué le meurtre de Maurice, malgré les tentatives des détectives pour essayer d'obtenir une résolution pour la famille Davis. En 2020, le meurtre de Maurice Davis Jr. reste non résolu. Rose Burkett et Roger Atkinson. Le 12 septembre 1980, Rose Burkett, une mère célibataire de 22 ans travaillant comme infirmière stagiaire, et Roger Atkinson, un réparateur d'installations téléphoniques de 32 ans, ont tenté de s'enregistrer dans un Marna Holiday Inn près de Williamsburg, Iowa. En raison d'une convention qui avait lieu, il n'y avait pas de place disponible et ils ont été refusés. Une annulation est survenue plus tard dans la journée et le duo a eu la chance de pouvoir réserver la chambre. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire avec le couple. Ils n'ont pas fait d'histoire ni attiré l'attention sur eux pendant leur séjour. Cependant, le lendemain à midi, lorsque le personnel d'entretien faisait ses rondes, quelque chose semblait ne pas aller. Le couple n'a pas répondu aux coups à la porte ni aux demandes pour que la femme de ménage soit autorisée à entrer. Soupçonneuse, la femme de ménage s'est introduite avec la clé maîtresse et a vu les pieds du couple sur le lit. Pensant qu'ils dormaient, elle a regardé plus loin pour ne rencontrer qu'une scène de crime sanglante. Rose et Roger étaient tous deux morts sur le lit de leur chambre d'hôtel. Ils avaient subi des blessures mortelles à la tête et les doigts de Roger avaient été coupés alors qu'il essayait de se défendre de l'attaque. La grande perte de sang et le traumatisme crânien subi par les deux parties ont été désignés comme la cause de leur mort, les autorités déterminant que les blessures avaient été faites avec une hache ou une hachette. Rose était entièrement habillée, tandis que Roger ne portait que des shorts. La télévision était toujours allumée dans la pièce. Et étrangement, 2 chaises avaient été tirées à côté du lit, amenant les autorités à se demander si le couple avait eu une sorte de conversation avec le meurtrier. Ceci, couplé au fait qu'il n'y avait aucun signe d'effraction, a donné lieu à la spéculation que le couple connaissait leur meurtrier. Les autres preuves dans la pièce montraient que le meurtrier avait posé ses pieds sur le bureau et avait sculpté un morceau de savon, l'utilisant pour écrire ceci sur un miroir de salle de bain. Un indice étrange qui n'a apporté aucune nouvelle piste à l'affaire. Plus de 400 personnes ont été interrogées par les autorités, y compris le personnel et les invités de l'auberge. Cependant, il semble plus probable que quelqu'un de plus proche ait été impliqué.
Un suspect probable dans l'affaire était l'ex-petite amie de Rose qu'elle avait expulsée de chez elle à cause de sa consommation de drogue. Elle avait récemment obtenu une ordonnance de protection personnelle contre cet homme non identifié et avait acheté un chien pour se protéger. Un jour, en rentrant du travail, elle a découvert que son chien avait été brutalement abattu et pendu dans son jardin avant. Les enquêteurs ont examiné l'ex-petite amie de Rose, mais ont constaté que son alibi était vérifié. Il semble également avoir réussi un test de polygraphe, bien que cette méthode ne soit pas infaillible pour prouver l'innocence de quelqu'un. Un autre suspect dans le double meurtre était l'oncle de Roger, Charles Ray Hatcher, qui était un tueur en série. Échappé d'un établissement psychiatrique en septembre 1980, il a été de nouveau arrêté par la suite. Cependant, il n'a jamais été interrogé sur le crime concernant son neveu. Selon un article dans le journal local en septembre 1980, des agents du Missouri et de l'Illinois ont été appelés pour aider à enquêter sur l'affaire, et ils enquêtaient sur un meurtre similaire commis moins de 3 mois auparavant, le 25 juin, où une hache avait été utilisée dans le crime. Malheureusement, le père de Roger est décédé en 2004 et sa mère l'a suivi 8 ans plus tard. Aucun n'a trouvé justice pour leur fils. L'une des amies les plus proches de Rose, Tammy Berkman, s'efforce de maintenir l'affaire en vie, même si cela lui a coûté son propre mariage. En 2020, le cas de Rose et Roger reste non résolu. Et voilà les faits. 3 meurtres bizarres, inexpliqués et non résolus. Veuillez laisser un commentaire avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.